descendants. Turunaye masiwa ya hatu, Kongo ndogo ya miwango mine. Masimu ya mwezi karibu nawe, mingi wazazi jitambu. Je suis une de ces nombreuses fleurs. Bien entendu, c'est quand on entend par conflit de génération dans la littérature, on ne peut pas oublier Seydou Badian qui a écrit un livre intitulé Sous l'orage, tempête. Eh bien, un autre romancier africain, Tchèque Amedoukan, qui a écrit un livre L'aventure ambiguë. Je pense que ces deux titres seulement expriment en quoi ou bien à quel degré il y a conflit de génération chez même ceux qu'on ne pourrait pas estimer qui peuvent être confrontés à des conflits d'identité, conflits psychologiques, conflits de quête de soi. Alors, bonjour, vous êtes Abdelatif, vous êtes écrivain. Vous avez écrit un livre aux éditions de la Lune. Comment se lit le roman post-colonial? Bonjour. Ali Abdendahoma, vous êtes professeur, vous êtes doctorant, vous faites des recherches actuellement dans le cadre de votre thèse de doctorat sur la littérature comorienne. Ibrahim Issouf, vous êtes écrivain aussi. Vous avez écrit un livre aux éditions de la Lune, le Tam Tam Débani. Je pense que ce livre-là reflète l'idée de conflit génération. Je commence par vous. D'abord, est-ce que dans votre livre, qui est une pièce de théâtre, vous avez parlé de Tam Tam Débani. Tam Tam Débani, il s'agit bien sûr d'une sanction contre Sumbi, le personnage principal du recueil, du théâtre, pour avoir ne pas accepté l'ordre établi. Est-ce que Ibrahim Issouf, est-ce que les conflits de génération ou les conflits d'identité, parce qu'il s'agit de cela, c'est une crise d'identité, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que même les intellectuels, les écrivains peuvent être épargnés de ce conflit d'identité, voire même quand on lit aussi chez Kamedouka, voire même Sous l'orage, les écrivains, les romanciers sont véritablement confrontés à cette crise d'identité, alors qu'ils sont bien raisonnables, ils ont des ressources psychologiques, des ressources culturelles, pouvant leur permettre de bien mesurer, d'être en équilibre avec leur tradition et la culture acquise. Or, ils n'en est rien. Comment expliquer ce phénomène? Merci beaucoup. Bonjour. Tout d'abord, comme vous l'avez constaté, le débat des conflits de génération a été bien expliqué par nos précédents doctorants. Donc, nous allons essayer d'insister sur le rôle du livre, de la lecture. Je me rappelle très bien que madame, a insisté sur le rôle du dialogue dans nos familles, et nous allons aussi encourager ce dialogue à travers la lecture, à travers l'instruction, à travers l'école. J'ai pris note pendant l'exposé, parce que c'était un magnifique exposé. J'ai pris note. On nous avait parlé de conflits de génération. On nous a parlé de qu'est-ce que c'est qu'une génération. Je rappelle brièvement qu'une génération, selon les définitions, c'est d'abord l'âge. On peut définir par l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse. On peut aussi parler d'une génération spatiale, une génération instructionnelle, une génération liée à l'évolution. Tout ça, ce sont des générations qui ont été bien expliquées ici. Moi, je vais insister aussi sur le rôle de l'école. Quand on parlait ici de l'écriture des SMS, de l'écriture
des MSN, cela montre aussi le manque de la famille, le rôle des parents. Parce que ce n'est pas interdit d'écrire un MSN ou un SMS. C'est même bien, parce qu'on ne peut pas vivre contre son époque. Déjà, il est dit, on est beaucoup plus l'enfant de son époque que le fils de son père. Donc, il y a ce conflit-là. On est beaucoup plus l'enfant de son époque. Donc, on doit automatiquement, et même si on ne le veut pas, on doit vivre avec son époque. Cela dit, il ne faut jamais oublier le rôle de l'école. Il faut montrer l'exemple à nos enfants. Vous dites, vous allez répondre bien sûr, permettre aux gens d'intervenir. Alors, est-ce que, Ali Abdou Daroma, vous êtes d'accord? Est-ce que l'enfant doit être un enfant de son époque beaucoup plus que de son père? Est-ce que cet enfant, qui doit être un enfant de son époque, est un écrivain? Puisqu'il s'agit de cela dans ce roman. C'est-à-dire que l'enfant qui est confronté à l'incapacité ou l'impossibilité de concilier la tradition et la modernité, donc d'être en crise avec son identité, est-ce que c'est un enfant? Est-ce que c'est le romancier? C'est l'homme des lettres? C'est l'homme cultivé? Ali Abdou. Merci de me poser cette question. Mais là, je crois que le conflit de génération a été abordé dans le cadre anthropologique et sociologique par nos brillants intervenants qui nous ont précédés. Et moi, je me suis dit que dans la mesure où on nous a donné le sujet du conflit de génération littéraire, moi j'ai cru qu'on va aborder le conflit de génération dans ce cadre-là. Donc moi, je me suis préparé à aborder ce sujet, en tout cas le sujet des livres que vous avez présentés là, notamment celui de chez Hamidou Kane, intitulé « L'aventure ambiguë ». Le titre même en dit une chose, dans la mesure où, quand on entend déjà « aventure ambiguë », on sait ce que c'est, même si certains de nos enfants jeunes qui sont là n'arrivent pas à appréhender ce que c'est que l'aventure ambiguë de chez Hamidou Kane. Et pourriez-vous nous en expliquer? Oui, je vais essayer d'expliquer. C'est presque ce que Benjad et Thoué ont dit là. Il s'agissait de Samba Diallo, qui était le héros du livre, et qui vivait dans une famille qui s'appelle la famille des Dialobé. Donc il y avait le maître coranique, le maître Tierno, qui était un maître vraiment intransigeant. Et il était question de l'école traditionnelle, c'est-à-dire l'école coranique, et l'école des Blancs, l'école française. Donc la Grande Royale, qui était la tante de Samba Diallo, le héros, a voulu envoyer Samba Diallo à l'école des Blancs, et le maître coranique et les autres, c'est là où on va voir le conflit de génération. Et les autres ont dit qu'on n'envoie pas notre enfant à l'école des Blancs parce que c'est une école où on convainc sans avoir raison. Oui, et justement, Abdelatif, justement, Samba Diallo sera envoyé en France. Sera envoyé en France et va acquérir la philosophie de Lumière, la culture occidentale, donc en contradiction avec les traditions locales, l'école coranique. Alors, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va tout rejeter, les traditions, raison pour laquelle je dis, est-ce que l'enfant de son époque, qui est en crise avec sa tradition, avec son identité, c'est un enfant de lettres? Abdelatif. C'est un enfant de lettres, un romancier. Si on veut parler de Samba Diallo en soi, restant bien sûr dans le texte, Samba Diallo, bien sûr, il a quitté le Dialobé pour venir en France, pour continuer un peu sur ce que venait de dire mon cher professeur Ali Abdou. Il est venu en France, mais la question du conflit culturel, la question du choc culturel, ce qui s'est passé quand il est venu, bien sûr, il a tout oublié, il a tout abandonné en ce qui concerne ses traditions. Mais on verra bien sûr que sa fin a été tragique parce qu'il est mort finalement.
à son retour chez les Dialobé, puisqu'il a véhiculé une autre image, il a ramené une image autre que celle des Dialobé, donc il n'y avait pas raison de vivre. Ce qui fait qu'il est mort, finalement, pour ne pas donner le bon exemple, le mauvais exemple plutôt. Donc ça, c'est l'art, disons, c'est la façon artistique, ou disons la richesse artistique qui est là, qui pèse et qui fait d'ailleurs que ces œuvres soient des arts, qu'on appelle des œuvres d'art. Donc moi je pense que ça a été prémédité, bien sûr, par le créateur lui-même, l'écrivain, Cheikh Hamidou Kane. Il n'avait pas raison de vivre. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, hein, pour se référer un peu à la littérature, surtout au roman comorien. Moi, quand j'ai lu Aboubakar Salim, parmi les personnages qui me frappent, c'est Mkaya. Mkaya qui a été une jeune fille promise à un vieux magnan. C'est le cas d'ailleurs chez Badian Seydou, avec sa fille, avec la fille de Benfa qui est le père autoritaire, qui a voulu asseoir toutes les règles de la maison, qui a voulu concevoir la vie même de sa fille, mais ce qui s'est passé, Mkaya, qui a été promise à un autre qui n'aimait pas du tout, donc finalement, elle est morte sans que cet amour soit possible, puisque l'amour de Mkaya, il était destiné tout simplement à quelqu'un d'autre, mais pas à celui que les parents ont choisi. Donc moi, je trouve que c'est un peu, sans dire que c'est de l'intertextualité, mais il y a même dans la littérature, dans le roman comorien, ce phénomène. Voilà. Justement, ce phénomène se trouve justement dans le roman de Seydou Badian, Sous l'orage, dont les deux personnages, Samou, un collégien ayant acquis et intériorisé la culture occidentale, en tout cas, et Kani, une jeune aussi collégienne, ayant en tout cas l'impression de rejeter les traditions. Alors, je reste toujours sur ma position, parce que quand on aborde, je ne sais pas si Mkaya et lui aussi a été collégien ou pas, mais il était scolarisé. Ce qui est paradoxal, en tout cas dans la littérature, ce qu'on aborde dans la littérature, c'est que les personnages, en tout cas, ce sont le même personnage, ayant le même parcours, le même patrimoine culturel, et qui, en commun, rejettent les traditions, rejettent la tradition, les arrangements familiaux. Est-ce que, je reste toujours sur ma question, est-ce que ceux qui rejettent, ceux qui sont confrontés à la crise d'identité, sont forcément, obligatoirement, ceux qui sont allés à l'école? Ibrahim. Oui. Si on doit se référer au livre qu'on a lu, si on doit se référer à Sous l'orage, si on doit se référer à L'aventure ambiguë, si on doit se référer par exemple à La querelle des illuminés de Sinani, c'est un livre comorien, si on doit se référer à beaucoup de livres africains. J'insiste sur ce point africain, pourquoi? Parce que il y a un point qui arrive souvent, et Abdelatif, qui est un spécialiste de la littérature africaine et surtout de l'océan Indien, va me dire, il y a des conflits entre une génération qu'on peut qualifier de coloniale, c'est-à-dire une génération qui n'a pas connu l'école française ou bien anglaise, l'école des Blancs, et puis il y a cette génération qui a eu la chance, parce qu'on peut dire chance, parce que avoir de nouvelles connaissances, ça a toujours été, et ça sera toujours une chance. Il y a cette génération post-coloniale, et le conflit se trouve entre l'acquisition des nouvelles cultures, des nouvelles instructions, des nouvelles identités. Par exemple, Sous l'orage, les personnages se trouvent dans des problèmes d'identité. Il y a les jeunes qui voudraient abandonner les traditions des parents et les parents qui considèrent que les nouvelles traditions qui sont occidentales sont néfastes et sont dangereuses et sont contre les traditions, les vraies, selon eux, les traditions africaines. Donc, pour répondre
directement et brièvement, oui, les conflits de génération dans la littérature se trouvent toujours entre des personnes qui ont fait l'école et leurs parents qui, la majorité, n'ont pas fait l'école des Blancs. Bien, Ali Abdelmdaroma, est-ce que derrière ces conflits entre parents et enfants scolarisés, il y a le conflit entre oralité et écriture, entre roman et un autre type d'écriture? Oui, il y a un conflit entre l'oralité et l'écriture, dans la mesure où les colons ont toujours considéré que l'Afrique n'a pas d'écriture. Ils ont toujours considéré que l'oralité, c'est l'essence des Africains, qu'ils ne peuvent pas exprimer leurs traditions, leurs coutumes, leurs us qu'en utilisant les griots. Et là, à partir de 1929, je crois, 1930, il y a eu la génération Senghor, Césaire, Damas, qui sont venus, après leur bac, faire leurs études à Paris, notamment au quartier latin, qui ont montré, qui ont rompu avec ces préjugés-là. Les préjugés comme quoi les Africains, ce sont des gens qui ne savent pas écrire, ce sont des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas de culture d'ailleurs. Et ils sont allés jusqu'à même, je crois que c'était Baudelaire ou un écrivain français de renommée qui a considéré que les Africains sont... ils ont considéré comme étant des sauvages. Donc à partir de Césaire, Senghor et Damas, il y a eu une rupture catégorique entre ce qu'on considérait comme oralité et écrit. Ils ont commencé, par exemple, l'étudiant noir. Ils ont commencé la notion de négritude. Et à partir de là, ils ont rompu avec la génération assimilée qui était là, qui ont été en Afrique avant eux. Parce qu'avant Senghor, Césaire et Damas, aux Antilles et en Afrique, il y avait des intellectuels. Mais ces intellectuels-là ont été assimilés par la colonisation européenne. Donc eux, ils ont rompu avec ça. Donc je peux dire que le conflit de génération a commencé dès le début. Dès le début. Et je peux transposer même le roman de Cheikh Hamidou Kane au contexte comorien. Par exemple, au Comores, actuellement, il y a des villages éloignés qui considèrent qu'un enfant envoyé à l'école, c'est un enfant qui est en perdition. Il va à l'école, il va apprendre les manières européennes et va finir par abandonner les us et les coutumes. Donc tout ça, il y a jusqu'alors, au XXIe siècle, il y a des gens qui pensent comme ça aux Comores. Il ne faut pas l'oublier. Que ce soit en Grande Comore, en Jouan ou en Moélie, et même à Mayotte, là où il y a les Français. Il y a même des gens qui n'envoient pas leurs enfants filles à l'école à cause de ça, parce qu'ils croient qu'en envoyant une fille à l'école, elle va se comporter comme les Européens. Donc, et pour revenir au roman de Cheikh Hamidou Kane, par exemple, le sort de l'intellectuel comorien aujourd'hui. Par exemple, nous qui sommes nés dans des villages vraiment traditionnels, qui considèrent le grand mariage comme étant la réussite de tout un chacun. Donc nous, quels que soient nos diplômes, mais une fois au village, à la place publique, on n'a pas nos places. Donc tout ça, c'est un conflit vraiment inhérent à nos traditions. Et ce conflit est d'autant plus grave que dans le roman, dans la littérature, toujours dans le livre de Cheikh Hamidou Kane, va conduire au drame. Le personnage principal, Samba, qui est venu en France apprendre la philosophie, mais en revenant au Mali, c'est bien ça, c'est au Mali, en revenant au Mali, au Sénégal, eh bien, il sera exterminé à mort par le fou. Et donc, est-ce que c'est ça, construire un rapport de conflictualité avec la culture nouvelle, ce n'est pas aussi écarter, comment dire, creuser les écarts entre aussi les générations, voire même les cultures? Moi, je voudrais d'abord rebondir un peu sur la question du conflit en soi. Le conflit, comme ça a été dit auparavant, il y a conflit quand il y a déjà contestation, quand il y a, disons, changement, quand il y a le besoin de rénover, quand il y a le besoin
de chambouler. Donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, qui va vite, d'ailleurs, on est en train d'assister à un phénomène mondial aujourd'hui, de la révolution, par exemple, dans le Maghreb. Aujourd'hui, il y a conflit. Ce sont des conflits, pourquoi? Parce que l'imminence impose le changement. Donc, c'est ce qui s'est passé. Moi, dans la littérature, déjà, au XVIIe siècle, on parlait de conflits. Je prendrai même l'exemple de la querelle des anciens et des modernes, qui a débuté d'ailleurs dans la Renaissance au XVIe siècle en Italie, et qui a été contagieux en France au XVIIe siècle. On assistait à la querelle qui opposait Boileau et Jacques Perrault. Ce sont des querelles, bien sûr, qui ont été causées par quoi? Par le besoin de changer. Donc, alors, ce n'est pas, alors, je crois, un phénomène de nouveauté aujourd'hui, si on assiste à ça. Je voulais tout simplement rebondir sur ça, montrer que dans la littérature en général, en Occident, ça existait, ce genre de conflit. Donc, alors, les intellectuels, les éclairés, ont été un jour confrontés à ce genre de conflit. Les classiques qui prenaient pour l'Antiquité, en Occident, et les modernes qui prenaient pour la nouveauté de changer, de ne pas croire à la mythologie grecque, par exemple. Donc, ce sont des situations qu'on a vécues. En ce qui concerne le Samba Diallo et son destin, je venais juste de l'évoquer, je l'ai comparé même à Mkaya, c'est-à-dire il n'avait pas de raison. En tout cas, la raison n'avait pas que ce personnage vive, c'est-à-dire l'auteur a pris peut-être position pour la tradition. C'est-à-dire en laissant triompher son personnage qui a bénéficié de l'éducation de Maître Thierno, ça a été évoqué, c'est-à-dire la tradition, venant en France, il a tout changé, le fait de retourner chez les Dialobé, véhiculer une autre image qui n'est pas celle du peuple, serait peut-être un sacrilège. D'où sa fin tragique. C'est ce qui s'est passé avec Mkaya, je le disais. Mkaya, qui aimait Miloud. Miloud, s'ils ont vu, ils ont trouvé que l'amour n'a pas été possible. Donc, il fallait mourir. Mais sa mort, qui a été un suicide aussi, c'est un suicide intervenu quand Mkaya était devenue folle. Pour l'auteur du roman, et c'est ça ce qui fait la force artistique, que je trouve, en tout cas. Au lieu de laisser Mkaya mourir en se suicidant, il a trouvé que, écoutez, on est dans une société musulmane. Est-ce que laisser son personnage mourir dans le suicide ne poserait pas problème déjà dans la société? Si. C'est pour cela que elle se suicide, mais dans un état anormal, dans un état de folie, en étant folle. Bon, les gens ne vont pas dire que il s'est suicidé, il va aller en enfer et tout ça. Donc, il a évité. L'auteur a essayé d'éviter le pire pour que le Comorien comprenne très bien que le suicide n'est pas autorisé. Au-delà des conflits, justement, qu'on peut retrouver, en tout cas dans les personnages des narrateurs ou des auteurs, qui sont en confrontation directe, voire même frontale avec leur culture, mais il y a un conflit entre le personnage et les auteurs, c'est-à-dire les acteurs qui sont dans le livre et ceux qui écrivent le livre. En prenant un exemple, Idiou Amazamba et Mohamed Tahir. Quand on lit le Kafir de Kartala, c'est un livre, bien sûr, un livre où il y a quand même le conflit. Idiou Amazamba, c'est quelqu'un qui est dans l'anomie totale, le reniement, le rejet, le pli total de ce qui est en soi, de ce qui est en soi. Mais quand on lit aussi La République des Imberbes, c'est un livre conservateur qui n'est pas du tout à l'avant-garde. Est-ce qu'on peut aussi, comment expliquer justement qu'il y ait un conflit entre le personnage et les auteurs eux-mêmes? Alors, le problème se pose actuellement aux Comores. Les écrivains, les Comores sont un petit pays, donc tout le monde se connaît. Et Mohamed Tahir même l'a écrit dans ses articles, comme quoi les Comoriens n'arrivent pas à distinguer l'auteur et le narrateur. Donc, dans la littérature, ce sont des fictions. C'est une fiction, c'est de l'imaginaire. Donc, finalement, Ibrahim Youssouf a écrit un roman.
moi, je crois que là, le narrateur, c'est lui. Alors que lui, il a créé un narrateur fictif. C'est ce narrateur-là qui parle. Ce n'est pas Ibrahim. Lui, c'est l'auteur qui a écrit, mais le narrateur, c'est lui qui raconte l'histoire dans le livre. Donc finalement, Tahir a noté ça, comme quoi les Comoriens, quand ils lisent les romans comoriens écrits par des Comoriens, n'arrivent pas à faire la distinction entre auteur et narrateur. Donc, ce qui fait que ça posait beaucoup de problèmes lors de la première publication de La République des Imberbes en 1985. C'était le premier roman. Là, on va revenir aussi parce qu'il y a eu un conflit. Parce qu'avant Tahir, il y a eu des intellectuels de haut niveau même. La génération de Mroujaï, de Mohamed Taki, de Mouzawar Abdallah, de Tajdin. Mais ces gens-là savaient très bien écrire. Mais ils n'ont pas eu la chance d'écrire un roman. Donc, il y a eu la poésie de la généalogie des Qasida écrits par nos arrière-grands-parents. Donc, on peut dire que la littérature existait déjà. Mais le roman, le précepteur, en tout cas, le pionnier du roman comorien de langue française, je précise bien, c'est Mohamed Tahiri. C'est lui qui a rompu avec ce mutisme qui fait que les intellectuels comoriens n'arrivaient pas à écrire. Donc moi, je peux dire qu'il y a eu un conflit de génération qui était vraiment implicite entre ceux qui ont précédé Tahir et Tahir lui-même. Mais quand Tahir est arrivé, il y a eu aussi une génération de Abdullah Touif, Ibrahim, Jamal qui écrivent. Vous n'abordez pas les mêmes sujets que Tahir et Aboubakar Salim. Par exemple, je prendrai l'exemple d'un certain Ali Massimia qui a écrit un roman vraiment qui a fait un tollé parce qu'il a abordé un sujet qui est vraiment tabou au Comores. Au Comores, il ne faut pas parler du sexe. Hein. Si vous voulez qu'on vous brûle vif, il faut parler du sexe. C'est un tabou. Donc lui, il a abordé ce sujet et ça fait un tollé. Mais au moins, il a montré la différence entre ses aînés en écriture et les autres. Et finalement, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est qu'au Comores, il n'y a pas de critique littéraire. Il est le seul à faire un livre sur le livre d'Abdullah Touif. C'est là où j'ai vu qu'il y a eu une critique. Mais les critiques au Comores actuellement qui restent, ça reste seulement des éloges. Alors que la critique littéraire, il n'y a pas que des éloges. Hein. Je peux même attaquer un écrivain. Comme quoi, ce sujet-là, c'est un sujet tel. Mais au Comores actuellement, puisqu'on se connaît tous, moi, par exemple, je ne peux pas me permettre de critiquer Sting. C'est mon professeur, il m'a enseigné la philo. Il a sorti un livre. Mais moi, en tant qu'élève, ancien élève de Sting, quand je critique ça, je montre que ce livre-là n'est pas le livre qu'on attendait de Sting. On attendait à ce qu'il fasse un essai philosophique sur les Comores. Là, Sting va dire, vous voyez, c'est mon élève, je l'ai enseigné, il est là, il m'insulte dans les blogs, dans les sites internet et ceci et cela. Donc finalement, là, le conflit de génération se dégage à partir de ça. Pour terminer, Brahim Issouf, est-ce que... Oui, j'ai vu que vous avez voulu avant de poser répondre. la question, comme ça, je voudrais répondre sur le... Allez-y. Merci. Je voudrais répondre sur ce que vous dites par rapport à la différence entre l'auteur et l'œuvre. Bon, ce n'est pas typiquement comorien. On a toujours fait la confusion entre l'auteur et le narrateur. Moi, je vais vous raconter juste une anecdote. Quand j'ai écrit mon premier livre, dans mon livre, je parle du Yanda. Et tout de suite après la publication, alors là, on m'a appelé, on m'a écrit, il paraît que vous êtes contre le Yanda, il paraît que vous faites ceci, il paraît que cela. Avant qu'on lise le livre, déjà, on me qualifie de anti-Yanda, que je suis un mauvais Comorien, etc., etc. Cette histoire, même des gens qui n'ont jamais lu une phrase de leur vie, quand je suis allé au Comores cette année, on me parlait que de ça, Amjaïzi. On me parlait que de ça. Il paraît que tu es contre le Yanda. Bon, c'est vous dire la confusion entre l'histoire racontée et celui qui raconte l'histoire. Il y a conflit. Mais ce n'est pas typiquement comorien, on le comprend bien. Et heureusement qu'il y a des critiques comme Abdullah Touif qui sont là. C'est leur travail pour essayer de montrer que oui, j'ai écrit sur un personnage qui se dit contre la coutume, contre le Yanda, mais cela ne veut pas dire forcément
que moi, Youssouf, je suis contre la coutume, contre le hada. Est-ce que, Mais ça- pour terminer, ça fait- terminer justement, là, c'est juste une dernière question. Je crois que chacun va essayer de donner l'élément de réponse. Est-ce que, je voudrais dire, parce que vous êtes en contradiction en tout cas avec ce que je viens de dire, est-ce qu'il n'y a pas une partie, en tout cas, autobiographique ou biographique dans les livres qu'écrivent les écrivains? Abdelatif. C'est là où je voulais quand même porter quelques, bon, disons, éclaircissements. Moi, je crois que il y a tout à fait une raison de mélanger le lien entre narrateur, auteur et personnage. Ça fait partie déjà de la critique. Et ce n'est pas un sacrilège, ce n'est pas aussi, ça n'a jamais été un tabou. Aujourd'hui, il y a par contre une différence. Enseigner aujourd'hui aux enfants la littérature, leur dire qu'il y a une différence entre un auteur, le narrateur et le personnage, relève bien sûr de quelques techniques, bien sûr, littéraires. Ce n'est pas dans ce domaine qu'on va, je ne crois pas, hein, que ce soit le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de Cheikh Hamidou Kane et en même temps du peuple Peul, on sait très bien que le peuple Peul existe au Sénégal comme ça existe au Mali. On sait très bien que Cheikh Hamidou Kane, c'est un Sénégalais. On sait très bien que c'est lui qui a écrit L'Aventure ambiguë. Alors, le parcours même qu'a tracé Samba Diallo, pour citer l'exemple, dans l'école traditionnelle, à l'école française, en France, ça a été, en tout cas, ça a été prouvé, c'était le même parcours qu'a traversé Cheikh Hamidou Kane. Il a fait l'école coranique au Sénégal, il a fait l'école française là-bas, il a continué à l'université ici en France, et il est retourné encore au Sénégal. Donc, vous voyez le parcours, ou disons le double parcours, de deux personnages distinctifs, un personnage historique donné et un personnage fictif donné. Alors, moi, je trouve que ça soit une logique. Si aujourd'hui, Samba Diallo reflète l'image de Cheikh Hamidou Kane, alors il y a ce qu'on appelle cette identité. Il y a ce qu'on appelle cette double, disons, cette double, comment dirais-je, équation. Il y a l'équation fiction est égale histoire, ou disons l'inverse, histoire est égale fiction. Ça reste alors, et c'est au littéraire, c'est aux critiques de démontrer en quoi Cheikh Hamidou Kane peut être, ou peut devenir ce qu'on appelle son personnage, son propre personnage fictif. Donc moi je pense que la question de l'autobiographie, c'est là où ça, elle a sa légitimité d'être posée. Je ne vais pas dire que Mkaya est un personnage dans le roman comorien qui a existé dans le temps, qui est repérable géographiquement, mais tout simplement, je voulais tout simplement dire que c'est possible, c'est une logique aussi de se poser ces genres de questions, que voilà, d'où la relation entre histoire et fiction aujourd'hui dans les littératures postcoloniales. Dernière question, Ali Abdemdahouma, est-ce que, en partant de cette critique littéraire, est-ce qu'on peut dire Idi Amazamba était Mohamed Tahir et que la mort de Samba Diallo était ou est la mort des intellectuels comoriens ou en général africains? Oui. Je crois que quand on aborde un roman autobiographique, comme le nom l'indique, c'est un roman qui est parlé à la première personne du singulier et qui, même si les romans, généralement on dit que c'est une fiction, mais qui fait allusion aux réminiscences de l'écrivain. Parce qu'un écrivain, quand il écrit, il fait quoi? Il écrit en fonction de son milieu socio-culturel, de son milieu socio-économique. Le jeune Français qui va écrire ne va pas écrire comme le jeune Africain qui est à la campagne. Le citadin de Moroni, quand il écrit, il n'écrit pas comme le campagnard de la province comorienne, par exemple. Donc tout ça, ce sont des choses à tenir compte dans l'écriture d'un roman. Pour revenir à votre question,
la mort de Samba Diallo, il a été poignardé par un fou du retour au pays parce qu'ils ont considéré qu'il a changé de mentalité, de religion. Donc il est devenu catholique. En étant catholique dans un pays musulman, là, il risque de contaminer les autres pour devenir catholique. Donc il l'a poignardé. Mais ce n'est pas vraiment une mort physique, hein, c'est qu'on a voulu aborder là. C'est comme la mort de l'intellectuel, en quelque sorte. La mort de l'intellectuel, oui. Comme rien, actuellement, qui n'ont pas de pouvoir. Idi Wamazamba, le héros du Kafir du Kartala, je crois qu'il y a une ressemblance entre Cheikh Hamidou Kane, l'aventure ambiguë, et le Kafir du Kartala. Quand on dit kafir, le mot kafir même, en entendant kafir, c'est mécréant. C'est quelqu'un de mécréant, c'est un paria. C'est l'étranger. Oui, c'est un étranger. Donc il dit kafir du Kartala pour faire allusion au Kartala, qui est un symbole aux Comores. Et je crois que c'est de cela dont Mohamed Tahir a voulu parler en parlant de Idi Wamazamba, de Kassabou, de la française, que Idi Wamazamba a abandonné Kassabou à Mitsanzale. Donc quand on entend Mitsanzale et que c'est Tahir de Mitsuje qui a écrit Mitsanzale, en prenant des noms, finalement le Comorien croit que Tahir a voulu parler de Mitsuje. Je ne sais pas si vous voyez le... Oui. Donc même il y a des noms des personnes de Mitsuje qui ont voulu aller, qui ont menacé Tahir de mort parce qu'ils ont cru qu'il parlait de ces personnages-là. Donc c'est là le problème qui se pose entre auteur et narrateur. Même Tahir l'a écrit dans plusieurs articles. Hein. Ibrahim Issouf, même question. Est-ce que Sombi, on vous avait parlé, qui est le personnage principal de votre livre, Les Tam Tam des Bannis, est exactement Ibrahim Issouf qui va parler tout de suite? Est-ce que l'excommunication de Sombi est égale à l'excommunication de l'intellectuel tout court? Non. Déjà, mon personnage Sombi n'est pas moi. Réduire l'auteur, l'artiste à son œuvre, c'est quand même, comme son nom l'indique, c'est réductrice. Mon personnage, pour aller vite, pour faire la promotion déjà de mon livre, mon personnage c'est un intellectuel déjà. Il se situe dans cette ligne d'intellectuels qui disent que le Handa est beaucoup plus négatif que positif. À la fin du livre, il finit par adopter, par souci politique déjà, il finit par adopter le Handa, il finit par accepter. J'ai voulu, à travers le livre, montrer la faiblesse déjà des intellectuels comoriens, la faiblesse déjà de ceux qui sont instruits face à un système qui est beaucoup plus fort, beaucoup plus complexe et beaucoup plus établi, qui est le système du Handa. Fouaï Bajumbe, je crois que vous avez une question. Non, c'était plus un commentaire en fait, parce que depuis tout à l'heure, on pose la question de l'écrivain, du rapport de l'écrivain à la littérature et au personnage. Mais l'auteur, on le sait en fait, il est avéré aujourd'hui qu'il y a toujours une part de l'écrivain, une part de l'auteur dispersée ou disséminée dans les personnages. Et les auteurs comoriens ne font pas de la littérature de fiction en réalité. Pour le moment, non. Ils font de la littérature d'idées. Cette littérature d'idées, il l'a exactement et il la propage à travers leurs personnages. Donc les personnages, si effectivement il y a eu association entre Idi Wamazamba, le personnage phare du Kafir du Kartala, et Mohamed Tahir, c'est parce qu'il y avait réappropriation quand même de l'image. Il s'agissait pour l'écrivain qui était Mohamed Tahir de parler du problème de l'intellectuel dans une société traditionnelle, exactement ce que fait effectivement le personnage de Cheikh Hamidou Kane, et que finalement ce personnage-là qui est porte-parole d'un problème que rencontre, qui est réel, hein, tangible chez les écrivains, à savoir comment est-ce que je me positionne. Comment est-ce que je me positionne? On ne peut pas dire aujourd'hui, par exemple, que les écrivains soient totalement dissociés
de leur personnage. Il y a dans chaque personnage, dans une littérature donnée, dans une fiction donnée, dans chaque personnage, souvent et même beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, une part de l'auteur, parce que l'auteur dispense ses idées qu'il prolonge par rapport à un personnage et dans la lignée de ce personnage. Donc, je suis convaincue qu'en lisant votre texte, il y a de fortes chances que l'on retrouve dans les prétentions ou dans la trajectoire du personnage principal certaines de vos positions. Ensuite, le lecteur n'est pas dupe, le lecteur n'est pas non plus... le lecteur sait, lorsqu'il lit un ouvrage, qu'il y a forcément la possibilité d'association. Et c'est parce qu'il faut faire un travail, qu'il y a un travail derrière, à savoir on distingue auteur, narrateur, personnage, qui va permettre à nous, en tant que lecteurs, de nous dire peut-être qu'il ne s'agit pas que de lui. Il n'en reste pas moins que les auteurs se retrouvent dans leur personnage, même s'ils ne l'affirment pas, même s'il n'y a pas encore leur réappropriation par la première personne, il n'y a pas encore d'autobiographie à proprement parler. Il y a par contre de la littérature fiction, qui est de la fiction d'idées et non pas de la fiction romanesque, en plus. Mot de la fin, conflit de génération dans la littérature, mais il y a encore un autre conflit qui apparaît, conflit d'interprétation littéraire. Le débat est ouvert. Pour vous aider, je vous recommande ce livre, Ibrahim Issouf, Les Tam-Tam des Bannis, publié aux éditions de La Lune. L'aventure ambiguë tchèque Hamidou Khan, publié aux éditions La Présence africaine. Et puis Le bal de mercenaires de Aboubakar Seyed Salim, publié aux éditions Comédite. Et Sous l'orage de Seydou Badian, publié aux éditions Présence africaine. Et Comment se lit le roman postcolonial de Abdelatif Bakar. Et enfin, La République des Imberbes, Mohamed Tahir. Enfin, c'est un livre de notre genre et de notre discipline, Richard Hogarth, La culture du porc. Voilà, c'est mon mot de la fin. Je vous remercie d'être venu à cette émission et à la prochaine. Quand le soleil casse mes joues et tes plus balais mes larmes. Et ce jour après jour, au fond de moi je me sens bien. Je sens comme rien, et rien au monde ne peut exprimer ce lien. Je regarde mon avenir, je vois mal loin de toi. Obligé de partir, mon âme reste près de toi. Paradis comme rien, ton amour est immense. Mon amour envers toi, ça de même, Inch'Allah. Paradis c'est mon origine, source de vie, elle est ma reine. Paradis c'est ma provenance, source de vie, je suis sa descendance. Turunaye masiwaya hatu, kongo mbegu ya miwangu mine. Masimu ya mwezi karibu nawe, mingi wazazi jitambu. Je suis une